France Inter. Radio Star Berlin. It's morning edition from NPR News. France Inter, le 18-20, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour en Europe ce soir. Vous êtes en charge du rapport sur la proposition de règlement du Parlement et du Conseil, abrogeant le règlement 2115/2005 du Conseil et le règlement 1385/2007. C'est un dossier essentiellement technique qui ne devrait présenter aucune complication. C'est tellement criant de vérité, un extrait de la série Parlement qui a eu un vrai succès, ça continue, il va y avoir une 4e saison qui est en tournage et qui fait la paire au fond avec la bulle de Bruxelles en bulle de BD que vous nous racontez, Coco Pello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinateur de presse, vous avez donc écrit La Tour de Babel, voyage au cœur du bazar européen chez Dargaud et Seuil. Et bonsoir Maxime Caligaro. Bonsoir. C'est vous qui avez commis Parlement qu'on a entendu à l'instant. Vous êtes aussi conseiller politique au Parlement. Vous avez aussi écrit Les Compromis, un polar dans les coulisses du Parlement. Et au fond, on a l'impression que vous avez le même but tous les deux, Coco Pello, rendre sexy, je sais pas si on peut dire ça comme ça, les institutions européennes. Peut-être que vous vous connaissez d'ailleurs tous les deux, parce que j'ai lu avec intérêt que lorsque vous avez commencé votre travail, le premier endroit où Mathieu Sapin, qui édite ses collections, vous envoyait, c'est à la série Parlement, en fait, pour voir comment ça marchait. Oui, j'ai d'abord rencontré Noé Debré, qui est co-scénariste sur cette série et qui m'a donné quelques petits tips pour essayer de mieux appréhender ce qui se passait à Bruxelles et à Strasbourg. Mais je vous avoue que j'y allais vraiment comme un néophyte et que j'ai découvert tout un monde là-bas. Alors vous y allez comme un néophyte et vous y allez même carrément néophyte parce qu'au fond, vous nous le dites, vous saviez pas diviser l'Europe en commission, conseil et parlement avant d'y aller, ou à peine en fait. Alors non, pas du tout. Je savais pas qu'il y avait 3 institutions différentes et pour moi, un commissaire européen, c'était peut-être une sorte de flic avec un badge qui contrôlait les eurodéputés. Finalement, pas du tout. Et il y a un peu de ça. Hein. Enfin, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est que même les gens qui font l'Europe, en fait, je pense à un moment, c'est dans la bouche de Pascal Canfin qui dit « C'est fou quand même ce préjugé, parler d'Europe, c'est chiant ». Et c'est effectivement ça votre point de départ, et c'est ce que dit Canfin. Et c'est fou parce que ce préjugé, il existe depuis tout le temps. Depuis que l'Europe est là quasiment, on en parle tout le temps, il y a des manifs partout, mais ce préjugé est là, et même ceux qui la font le savent que ce préjugé est là. On tourne un peu en rond, non, vous croyez pas, Coco Pello, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. C'est clairement le serpent qui se mord la queue. On va avoir besoin de cette Europe face aux différents défis, le défi migratoire, la crise énergétique, la crise climatique, etc. Et pourtant, cette Europe, on n'arrive pas à la saisir. Et ça, c'était un des premiers enjeux que moi, j'avais dans cette bande dessinée. C'était pas de faire un portrait de cette Europe en disant « l'Europe, ça va être génial ». C'était de dire « ok, je vais me rendre sur place ». Et je vais faire une sorte de compte rendu en dessin de ce qui se passe véritablement dans ces 3 grandes institutions. Et Maxime Caligaro, au fond, ce que vous faites tous les deux est assez similaire puisqu'il s'agit de décorseter, montrer les hommes, montrer les femmes. Mais encore une fois, ça reste que dingue qu'à chaque approche électorale, on soit obligé de refaire cet exercice et de réexpliquer, Maxime. Oui, nous, ce qu'on essaie de faire en fait avec la série, c'est de pousser les portes des institutions. Parce que si je vous dis Commission européenne, Parlement européen, vous ne vous imaginez pas grand-chose, si ce n'est des bâtiments en vitres bien lavées avec des drapeaux européens qui flottent au vent. Mais ce qu'on ne fait jamais, c'est vous amener derrière les vitres bien lavées des institutions pour vous raconter la vie des gens comme vous et moi, en fait. Enfin, surtout comme moi, parce que je suis eurocrate sur mon temps travaillé. Mais effectivement, ce qu'on essaie de faire avec la série, c'est ce que fait aussi Coco Pello avec sa BD, c'est une cartographie des institutions, mais surtout raconter, d'incarner ce que sont les travailleurs de l'Europe. Des gens qui ne sont pas forcément en représentation. Quand vous parlez à un député européen ou un commissaire européen, vous avez souvent des gens qui sont des politiques et qui sont donc en représentation. Or, nous, ce qu'on essaie de raconter, c'est vraiment les coulisses, pour vous montrer que les eurocrates, comme la plupart des gens, ont leurs espoirs, leurs peurs, leurs faiblesses, leurs petits projets. Il y en a des bons, il y en a des nuls, il y en a des idiots, il y en a des brillants. Et que finalement, la machine européenne est faite de chair et d'os. Et on va poser la question à Coco Pello parce qu'il y a des épisodes dans la BD que j'ai bien repéré là-dessus. Mais Maxime Caligaro, on sent bien que c'est ce que vous essayez de faire. En même temps, il y a des portes qui sont difficiles à pousser. L'Europe dit partout nous sommes transparents. Parfois cette transparence on a du mal à la voir. Ouais, alors j'ai l'impression que c'est comme tous les lieux de pouvoir. Ouais. Là où se décident les choses, parfois, on ferme les portes pour se mettre entre nous et décider. Alors quand je dis entre nous, c'est les États membres entre eux,
parfois, qui ont besoin de faire des compromis ensemble et qui ne pourraient pas mettre sur la place publique les choses qu'ils ont lâchées dans une négociation. C'est-à-dire que si vous prenez un Allemand et un Grec pendant la crise de la zone euro, évidemment que le Grec va devoir lâcher un petit peu. Évidemment que l'Allemand va devoir lâcher aussi un petit peu. Mais parfois, il faut un peu d'opacité. Alors, je l'assume totalement. Parfois, il faut vraiment fermer les portes pour se mettre d'accord et pour trouver un compromis. Et ensuite, réouvrir les portes et expliquer le compromis. Donc, Bruxelles est un lieu de pouvoir. J'ai l'impression, moi, qu'il est plus transparent peut-être que Paris, parce qu'il y a beaucoup de règles qui ont été mises en place à Bruxelles, notamment les registres de transparence pour les lobbies, pratiquement tout ce que fait la Commission européenne est consultable sur Internet. Vous pouvez vous-même y aller, donner votre avis à chaque projet de loi, ce qui n'est pas forcément, à mon avis, le cas au niveau français. Et parfois, je pense que l'Europe pâtit de cette transparence, c'est-à-dire que quand on voit le nombre de lobbyistes à Bruxelles, on se dit, voilà, il y en a beaucoup, mais il y en a peut-être autant dans d'autres capitales, mais elles ne le disent pas forcément de façon aussi ouverte. C'est vrai qu'au moins on les voit, on vous voit vous promener avec Manon Aubry, Cocopello, c'est pas qu'elle vous les présente, c'est qu'elle vous montre lobby. Effectivement, vous le disiez, c'est pas une hagiographie, votre bande dessinée, c'est pas de dire effectivement l'Europe est géniale. D'ailleurs, vous racontez notamment le marchandage avec Orban pour son levée de veto. Vous avez quelqu'un qui vous le raconte réellement. On était à 75, on a laissé à 35, c'est mieux comme ça. Et vous racontez aussi le nombre de fois où vous vous êtes fait jeter quand même, et vous n'avez pas pu rentrer à l'intérieur des portes. La magie de la bande dessinée, c'est de pouvoir dire justement, quand j'ai eu des portes ouvertes, je disais voilà, j'ai réussi à avoir ça, et j'avais un accès assez large, plus large que celui de la majorité des journalistes. Par contre, quand j'avais des portes closes lors des négociations dont parle Maxime, où là, il y a une délégation grecque qui va se mettre d'accord avec les Français pour pilonner la position italienne ou la position allemande, dans ce cas-là, on me disait non, tiens-toi à l'écart, là tu ne peux pas avoir le contenu de ces discussions parce que c'est de la diplomatie. Vous avez l'impression que vous en en montrez plus qu'on en aurait montré un journaliste classique, au fond, parce que vous êtes le petit gars, parfois avec votre chien en plus, qui s'appelle Zola, vous avez votre petit carnet de croquis tranquillement, donc vous passez plus inaperçu, en fait. Vous avez eu ce sentiment-là parfois ou pas ? Bien sûr, c'est la magie du dessin. Ouais. Quand vous vous présentez face à un homme politique avec un carnet et un crayon, il se dit génial, je vais être caricaturé, je vais être dessiné. Le dessin crée un lien que la caméra ou le micro ne peut pas créer. Et donc, face à ça, moi, j'ai des gens qui se libèrent beaucoup plus et qui me disent allez, viens, tu vas nous accompagner. Et ils sont ravis d'être en bande dessinée après, même si moi, à côté du dessin, il y a souvent le texte, et le texte peut être une sorte de trahison parfois. Mais absolument, donc parce que vous y allez franchement, et à chaque fois, je me suis posé la question en lisant Cocopello, Maxime Caligaro, je me suis demandé, des reportages dans les coulisses d'une élection, il y en a toujours, il y en a tout le temps, après une présidentielle, etc. Des reportages dans les coulisses d'une élection européenne, je crois que j'en ai jamais vu, en fait. Est-ce que c'est, parce que c'est pas du tout intéressant, ou est-ce que c'est parce que, encore une fois, ces portes-là, faut les forcer? Alors, les coulisses d'une élection, je ne sais pas. En revanche, moi, j'ai vu beaucoup de documentaires très, très intéressants sur des négociations. Il y en avait une qui était passée sur France 2, où il y avait Stéphane Le Foll, qui était à l'époque ministre de l'Agriculture, qui s'appelait La Négociation, où on voyait se négocier la PAC, donc la politique agricole commune, qui intéresse tout le monde. C'est prenant. C'est-à-dire que vous êtes avec un fonctionnaire français, est-ce qu'il va avoir 1%, 2%? Enfin, vous vivrez le truc avec lui. Il y a des documentaires aussi sur les sommets européens de Yann-Anthony Noguez, qui sont absolument fascinants. Donc, j'ai l'impression que ce qui intéresse Bruxelles pour l'instant, c'est plus l'aspect de négociation, parce que c'est là qu'est le pouvoir. Or, les élections européennes, en vrai, ce sont des élections françaises au Parlement européen. Et donc, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cet aspect transnational qui amènerait la caméra à s'intéresser à l'élection européenne. J'ai envie de dire hélas, mais effectivement, c'est une réalité. Cocopello, vous voyagez beaucoup pendant votre périple. Vous allez en Suède d'abord, ça m'a fait rire d'ailleurs, parce que là aussi, l'ambassadeur, quand vous lui dites tu fais une BD sur l'Europe, il vous dit oh là là, bon courage. Ça fait dire aussi ce qu'on en pense de l'intérieur. Vous avez été en Allemagne, vous avez été jusqu'en Ukraine aussi. C'est même la raison pour laquelle vous voulez commencer cette BD. Vous avez été aussi à San Francisco avec Thierry Breton. Et vraiment, c'est intéressant de voir à quel point ouvrir des portes de l'Europe dans un endroit qui n'est pas en Europe a une importance cruciale, et c'est ça que vous racontez dans cet épisode avec Thierry Breton, où il raconte Elon Musk, où il rencontre, en visio, je sais pas s'il va en faire quelque chose Elon Musk, très honnêtement, mais au moins l'Europe était là à ce moment-là, et c'est ça que vous montrez.
Oui, c'était lors du bras de fer entre Twitter et les grands groupes médiatiques et le commissaire français Thierry Breton, qui est commissaire à l'industrie et puis justement au numérique, et qui devait affirmer la parole de l'Europe dans le monde et qui pour une fois tapait un peu du poing sur la table en disant non, nous on est les Européens, on va faire des règles et c'est vrai que ce sera comme ça, sinon on bannit Twitter, Facebook, WhatsApp, etc. en dehors du réseau européen. Et c'est intéressant ça, Maxime Caligaro, parce que et là vous avez à la fois votre casquette de spécialiste qui travaillait dans ces coulisses-là, mais aussi qui les racontait de loin. Ça dit jusqu'à quel point, c'est ce que dit l'un de vos personnages d'ailleurs, Cocopello, on a besoin de l'Europe pour pouvoir boxer en dehors de notre catégorie. Et face à un gars comme Musk, c'est exactement ça qu'il faut faire. Tant qu'on est aux États-Unis, j'y reste. Pour revenir à votre première question, vous savez, les États-Unis, en vrai, c'est beaucoup plus compliqué que l'Union européenne. C'est un système fédéral, on ne comprend pas grand-chose. Il y a des swing states, il y a des primaires, ça c'est des caucus, on ne comprend pas. Mais le récit narratif est très clair. Super Tuesday. Aujourd'hui, on va savoir si Trump est candidat ou pas. Vous imaginez si en Europe, on avait un méga lundi pour savoir si on aura Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission. Donc j'ai l'impression en fait que les États-Unis... Excellente idée, le méga lundi, je ne note. Oui, non, mais voilà, j'essaie de lancer des pistes, mais j'ai l'impression que le récit politique et le récit tout ce qui est la narration politique aux États-Unis est très clair. Et nous, on n'a pas tellement eu ça parce que la fiction encore n'a pas familiarisé les gens au lieu de pouvoir. Un exemple tout simple, le bureau ovale du président américain, on l'a tous vu en voyant des séries. La salle de réunion du collège des commissaires où se décident des choses, la caméra n'est jamais rentrée là. Non. On ne sait même pas à quoi ça ressemble. D'ailleurs, on connaît un peu les extérieurs, on connaît les allées, on connaît les choses un peu, on connaît ce qu'a dessiné Cocopello, ces grandes choses, ces grandes vitres transparentes, mais finalement, on ne connaît pas grand-chose. Mais je trouve ça intéressant, Maxime Caligaro, parce que vous, quand vous décidez de le montrer, vous le montrez sur le ton de l'humour. Exactement. Et là, la 4e saison, on est en train de la tourner aujourd'hui dans la salle du Conseil européen. Donc, c'est là que les chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour prendre des grandes décisions. Et nous, évidemment, le pari, c'est pas de rendre l'Europe sexy. C'est de la rendre marrante, rigolote. On nous a beaucoup d'ailleurs reproché d'avoir fait une comédie au début, parce que les gens disaient « Ah mais non, sur l'Europe, il aurait fallu faire un House of Cards, il aurait fallu faire un à la Maison Blanche. » Mais on a décidé de pas mentir sur le lieu, qui est au fait un lieu assez marrant, assez simple au fait, donc pas sexy, très intéressant, captivant par certains endroits, mais qui recèle beaucoup de comédie, parce qu'il est très complexe. Vous avez passé au début un extrait avec un administrateur qui explique ce que c'est qu'une loi européenne et ce qu'il va falloir faire pour notre pauvre ingénu. La complexité est source de comédie, et donc ça nous a désigné tout naturellement la forme que devait prendre la série. Vivement la 4e saison. En attendant la 4e saison, il y a la Tour de Babel, voyage au cœur du grand bazar européen, signé Cocopello. Ça sort maintenant. Allez-y, juste avant de voter, il vous reste 2 mois, on a largement le temps. Merci beaucoup, merci vraiment. Le 18-20. Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe au Rwanda, quelques jours des commémorations, des 30 ans du génocide des Tutsis, des souvenirs qui remontent dans la tête et les cœurs des survivants. Ce sera le reportage de Béatrice Duguay. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Kevin Dufresne. Aux États-Unis, où les prisonniers aussi veulent assister à l'éclipse totale de soleil prévue lundi. Le Monde à 18h50, c'est vous, Franck Madvon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, a appelé hier son homologue russe, Shoigu. Était-ce bien raisonnable ? La tech, la première, est Stéphane Jourdain. Salut Stéphane. Bonsoir Fabienne. Est-ce que ChatGPT est plus fort que Thierry Roland ? Réponse dans 10 minutes. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Yaoundé au Cameroun avec Blik Bassi, Mbondi. Vous êtes dans Un jour dans le monde et sur France Inter.
my skin on you now. As I let go, all these feelings fill my heart. Feels like lightning under the moon. Le reportage ce soir dans Un jour dans le monde nous emmène au Rwanda, où la proximité des commémorations du 30e anniversaire du génocide des Tutsis ébranle les rescapés. C'est une période où les souvenirs tragiques, le manque des proches qui ont été exterminés, tout cela remonte dans les mémoires. À partir du 7 avril, c'est dimanche, tous les corps découverts en une année dans les fosses communes, car il y en a encore des milliers, sont transférés vers les mémoriaux. Et les plus fragiles en ce moment, ce sont les femmes. Le reste, c'est Béatrice Duguay qui raconte. Les survivantes n'ont pas seulement perdu des maris, des enfants, des parents. Plus de 100 000 femmes ont été violées, mutilées, la plupart du temps par des voisins hutus. Christine habite ainsi près du lac Kivu, dans le district de Rutsiro. À la fin du génocide, elle est en état de choc, manifestement. Sur les 11 membres de sa famille, il n'en reste que 2. Elle a perdu 2 de ses enfants. Elle-même a été sauvagement agressée et aujourd'hui, la peur reste là, d'autant qu'à moins de 100 km, à la frontière congolaise, les milices hutus sont toujours actives. J'ai été baptisée à l'église catholique, mais même jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais remis les pieds à l'église. Quand je vois aujourd'hui les gens aller à l'église, même si c'est quelqu'un de ma famille, je fuis, je cours, je n'ai pas envie de les voir. À chaque fois que je vois un homme, je cours et j'ai peur. Mon visage aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'avais juste après le génocide. Avant que j'arrive chez Emilienne, je ressemblais à un animal. Je prie Dieu pour que je ne redevienne pas comme ça. Quand j'arrive à la maison et que je cherche quelque chose, je ne le retrouve pas. Et quand je veux aller quelque part, j'oublie en route où je voulais aller. Du coup, je retourne à la maison. C'est la maison des femmes. Il y a un endroit où Christine se sent en confiance et où elle vient puiser l'espoir. C'est chez Emilienne Mukansoro qui a transformé sa maison en lieu d'accueil et de soins. Je la laisse raconter qui elle est. Je suis survivante, une femme survivante. Ce n'était pas facile et de survivre et très debout aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis debout, mais au moins, je peux accompagner les autres. À la base, je suis enseignante. Après le génocide, j'ai essayé de retourner en classe. Ça n'a pas marché. Quand j'avais les enfants devant moi, il y a plein de choses qui se sont passées dans ma tête. Peut-être que ton père a été tué par un parent de ton élève. Et puis, je ne croyais plus à ce métier normalement noble. Si on avait bien enseigné, pourquoi les jeunes, pourquoi les enfants, les adolescents ont fait ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont tué? Pourquoi ils ont violé les femmes? Emilienne a donc changé de métier. Elle s'est formée d'abord à l'accueil des enfants non accompagnés, puis à la psychologie dans un pays qui ne comptait qu'un thérapeute en 1994. Pour venir en aide à ces femmes désemparées, elle devient conseillère en traumatisme, mais plutôt que de recevoir dans un bureau, elle a l'idée de réunir les rescapés dans les collines pour partager leur histoire chaotique. Elle pratique ces groupes de parole depuis une vingtaine d'années maintenant, et c'est ainsi qu'Emima est arrivée chez elle. Nous l'avons rencontrée il y a quelques semaines, presque en panique, au bord des larmes. Aujourd'hui, on essaie de vivre et de travailler normalement. Mais même si on travaille, ce qui se passe ailleurs, près de la frontière en RDC, ça nous fait peur. On se demande comment ça va finir. On a ce chagrin d'entendre que des gens se font tuer pas loin de chez nous. Et ce sont des Rwandais qui parlent notre langue, celle des Tutsis. Déjà, quand j'entends le mot Tutsi, ça me fait perdre la tête. Le mot Tutsi revient toujours. On entend en RDC, les Tutsis se font tuer, et ailleurs aussi. Et du coup, je me pose la question, Tutsi, c'est quel pays? Le mot rwandais revient tout le temps. Oui, on est devenus tous rwandais. Mais tu passes à côté de quelqu'un, et il dit, celui-là,
ou celui-ci, c'est un Tutsi, une Tutsi. Le fait d'être rwandais, c'est juste sur le papier en fait. On n'est vraiment pas en paix. On pense aux nôtres qui se font tuer à côté. Et du coup, on pense que ça peut se répéter d'un jour à l'autre. Donc on n'est pas tranquille. De l'angoisse, de la menace, c'est ce que ressentent ces femmes, d'autant que des condamnés à de longues peines, pas tous repentis, vont bientôt sortir de prison au Rwanda. Béatrice Duguay pour le reportage, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. La gente también que está haciendo esto también se va a dar cuenta que lo que está haciendo, ¿sabes? No es la. Et Kevin, on commence d'abord en Espagne avec une sanction. Oui, à l'encontre de Cheikh Sarr, gardien du Rayo Marada Honda, club de 3e division espagnole, c'est du foot. Il est suspendu 2 matchs parce que ce week-end, il a pris un carton rouge pour avoir sauté en tribune, menaçant de s'en prendre à un supporter, retenu alors par ses coéquipiers. Sauf que si le joueur sénégalais de 23 ans était à ce point ivre de colère, c'est parce qu'il était victime d'insultes racistes de la part de cet homme dans le public. Depuis, l'affaire agite toute l'Espagne, régulièrement touchée par le racisme dans le foot, se retrouvant même à la une du quotidien sportif national Marca, qui titrait hier « La victime ne peut pas être sanctionnée ». Cheikh Sarr l'a donc été, mais dans sa décision, la Fédération espagnole de foot reconnaît qu'il a été, je cite, gravement offensé, mais qu'il n'aurait pas dû réagir ainsi. Une bonne nouvelle quand même, son équipe qui a refusé de terminer le match après l'incident a remporté la rencontre sur tapis vert. Nous sommes maintenant en Géorgie où une loi très controversée fait son retour. La loi sur la transparence de l'influence étrangère dans le pays. Voilà ce que présente le nouveau Premier ministre issu du parti Rêve géorgien. Critiqué pour ses positions ambiguës vis-à-vis de la Russie, c'est quasiment le même texte que celui qui a fait descendre des milliers de personnes dans la rue il y a un an, obligeant alors le gouvernement à reculer. Pourquoi cette loi est-elle si décriée ? Eh bien parce qu'elle ressemble en fait à la législation russe sur les fameux agents de l'étranger utilisés par le Kremlin pour faire taire tous ses opposants, pour attaquer les médias aussi. Le gouvernement géorgien demande à ce que toute organisation recevant plus de 20% de financement de l'étranger s'enregistre en tant qu'agent de l'étranger. Les partis de l'opposition appellent d'ores et déjà à de nouvelles manifestations contre cette tentative de russifier la Géorgie, disent-ils. La destinée européenne de la Géorgie ne peut être stoppée, estime quant à elle Salomé Zourabichvili, la présidente géorgienne, fervente défenseuse de l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Et puis nous sommes aux États-Unis où il est question d'une éclipse. Ah oui, c'est pour lundi, éclipse totale du soleil qui va traverser tout le nord du pays et ça suscite un vrai engouement dans beaucoup d'endroits. Les hôtels sont complets, des vols commerciaux ont été rajoutés et puis il y a cette plainte déposée auprès de la justice fédérale contre l'État de New York par des prisonniers qui veulent pouvoir assister eux aussi au spectacle, donc sortir dans la cour de leur prison à l'heure où l'éclipse va se produire. Hors de question, dit l'administration pénitentiaire, pour des raisons évidemment de sécurité. C'est impossible. Toute sortie de cellule sera interdite entre 14h et 17h lundi. Sauf que les 6 détenus qui portent plainte estiment que cette interdiction est une violation de leur liberté religieuse garantie par la Constitution. Musulmans comme chrétiens citant dans la plainte des passages de leurs écritures sacrées respectives qui mentionnent les éclipses. Pas sûr que ça suffise à convaincre la justice à New York. Eh bien, merci Kevin Dufraîche. Vous partez avec une reprise géniale d'un classique de Cole Porter, I Get a Kick Out of You, Lady Gaga et Tony Bennett. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be
I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. you give me a whirl. I get a kick out of you. Get my kicks out of you. Quelle merveille, Lady Gaga et Tony Bennett sur France Inter. Le Monde à 18h50 et Franck Matvon. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, hier, les ministres de la Défense français et russe se sont parlé au téléphone, un coup de fil qui suscite beaucoup de réactions. Et ce soir, vous nous expliquez pourquoi, d'après vous, Paris devrait couper toute communication officielle avec Moscou. Sébastien Lecornu a donc pris son téléphone hier pour appeler son homologue russe, Sergueï Shoïgu. Voilà 1 an et demi que les deux hommes ne s'étaient pas parlé, une conversation d'1 heure et des comptes rendus totalement divergents. Côté russe, on en conclut que les deux pays sont disposés à dialoguer au sujet de l'Ukraine. Pourquoi pas sur la base de l'initiative d'Istanbul pour la paix, c'est-à-dire les premières discussions entre Kiev et Moscou au tout début du conflit. À Paris, on assure que le ministre français n'a rien proposé et a condamné sans réserve la guerre d'agression que mène la Russie en Ukraine. Sébastien Lecornu aurait surtout souligné que la France n'a aucune information permettant d'établir un lien entre l'attentat du Crocus Hall, 144 morts il y a 2 semaines, et l'Ukraine. Car la Russie, Franck, pointe la responsabilité de Kiev et des Occidentaux dans cette attaque. Oui, c'est le récit que veut imposer Moscou. L'attentat du Crocus a été revendiqué, vous le savez, par la branche de l'État islamique en Afghanistan et au Pakistan. Pour les meilleurs experts du terrorisme, cette piste ne fait guère de doute. Mais la Russie montre donc du doigt l'Ukraine et ses alliés, des pontes du régime comme Bortnikov, le chef du FSB, ou Patrouchev, le grand ordonnateur des questions de sécurité en Russie, en font une thèse officielle. Or, Sébastien Lecornu, le ministre français de la Défense, a justement pris son téléphone hier pour relancer la coopération sur la lutte antiterroriste. Les JO approchent, Paris s'inquiète, la Russie pourrait être utile. On peut même supposer que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui était mardi à Paris, a été informé de la volonté française de reprendre langue avec Moscou. Et résultat, la France a pris un mur. Et oui, sans surprise, la Russie a maintenu sa version sur l'attentat. Elle a même indiqué espérer que les services français n'étaient pas impliqués dans l'attaque. Elle a instrumentalisé en fait le coup de fil d'hier pour suggérer donc un éventuel dialogue sur l'Ukraine. En clair, elle dit « Nous sommes prêts à discuter, mais regardez, la France et l'Occident ne saisissent pas notre main tendue ». Emmanuel Macron dénonce aujourd'hui les commentaires baroques et menaçants des Russes. Et pour vous, Franck, la France est tombée dans un piège. Oui, depuis plusieurs semaines, la France est devenue une cible pour Moscou. Elle a été un temps épargnée en raison notamment de la politique d'ouverture vers la Russie menée par Emmanuel Macron. Le président français a été reçu par Vladimir Poutine, rappelez-vous, quelques jours avant l'invasion
l'invasion de l'Ukraine. Il s'est longtemps montré indulgent avec Moscou, appelant à ne pas humilier la Russie. Mais aujourd'hui, il endosse le costume de meilleur ami de Kiev. Il n'exclut pas des troupes au sol, signe un accord bilatéral avec le président Zelensky. Les Siloviki, les caciques du régime russe tapent donc désormais sur la France. La machine à désinformer de Moscou tourne à plein régime contre Paris. Dans ces conditions, Fabienne, que pouvait espérer Sébastien Lecornu en appelant son homologue Shoigu? De l'instrumentalisation et de nouveaux mensonges, rien d'autre. François Hollande l'a dit ce matin sur Inter, aucun contact avec Moscou. Il a raison, même si ce coup de fil confirme au moins que le régime russe vit décidément dans un monde parallèle. Franck Madvon et Le Monde à 18h50. Merci beaucoup. Le jeudi, l'intelligence artificielle essaye de prendre le pouvoir sur Stéphane Jourdain. C'est la tech la première. France Inter. Le 18-20. Et on parle de sport dans la tech la première, Stéphane. Ce soir, les IA sont-elles donc capables de remplacer les meilleurs commentateurs sportifs? Et oui, début de réponse cette semaine aux États-Unis avec ce qui restera sans doute comme le match le plus technologique de l'histoire du foot. Mardi, MLS League, l'équipe réserve de l'Inter Miami, l'équipe de Lionel Messi, affronte l'équipe réserve d'Orlando. Les joueurs portent des maillots bardés de balises GPS, les caméras pour filmer le match sont guidées par une intelligence artificielle et les commentaires du match sont assurés simultanément en 4 langues grâce à l'intelligence artificielle. Le but, réinventer complètement la façon de retransmettre les matchs de foot pour mieux les monétiser, bien sûr, en envoyant en temps réel toutes les actions chaudes de leurs équipes aux fans du monde entier. Alors on ne va pas juger ici de la qualité de la retransmission, ni des balises GPS, pour se focaliser uniquement sur les commentaires. Il y avait 2 vrais commentateurs de foot en anglais dans le stade, et leurs commentaires étaient traduits en direct par une IA. Voici le résultat en français, première action du match. Nous remarquons souvent qu'Alexander Freeman, qui occupe le poste d'arrière droit, se déplace vers l'avant en attaque. Voici Tyler Hall, c'était sa ville natale. Il a participé au niveau national avec l'équipe des moins de 17 ans. Pourquoi il s'énerve ? Bonne balle. Voilà, c'est un peu métallique, un peu surréaliste. Ensuite, je vous ai mis l'action du but. Allez-y. Maison, c'est ça. À l'occasion d'envoyer ceci pour une pièce de théâtre. Le ballon est à gauche, puis un tir, et c'est au fond des filets. Destin se dirige vers le premier poteau avec une course slicing. Salem ne gère pas assez bien la situation et Flores de La Paz en profite pour marquer un but de qualité. Un but de qualité, ça fait plaisir. Je vous cite 3 réactions sur Twitter. C'est immonde, honteux pour toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin dans ce truc. Non, mais qui a eu cette idée ? Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait probant, mais est-ce que tout est vraiment acheté dans cette première alors ? Alors pour répondre à cette question, il nous fallait un vieux briscard du commentaire de foot qui a commencé derrière le micro sur TF1 il y a 45 ans pour la Coupe du Monde de foot en Argentine, 1978. Alors au départ, j'ai trouvé ça assez nul. J'étais même insupportable sur quelques minutes. Didier Roustan est commentateur pour la chaîne L'Équipe et pour lui, malgré tout, il y a des choses à garder dans cette expérience. Mais il faut reconnaître que pour un début, les commentaires étaient assez appropriés. Ils donnent quand même le nom des joueurs. À un moment, il y a le gardien qui dégage un ballon en touche, on ne sait pas pourquoi, mais le commentaire de l'intelligence artificielle explique que ce joueur n'aime pas le ballon. Conclusion de Didier Roustan. J'ai encore quelques années devant moi. Donc pour le foot, c'est pas encore ça, on a bien compris, on verra après. Mais est-ce que pour d'autres sports, ça marche mieux ? Alors oui, il ne faut pas trop se fier au foot. Notre façon de consommer le sport va changer avec l'IA, Fabienne. Beaucoup de sports s'y mettent avec des commentaires qui, cette fois, sont entièrement générés par de l'IA, sans aucune intervention humaine. Une IA décrypte ce qu'elle voit à l'image, digère les données issues du terrain et génère un commentaire. Voici du golf. Substraka, 28 years old from Austria, is going to hit from the pine straw on hole 1. He took stroke 2, and the ball traveled 162 yards into the greenside bunker. Au Masters de cette année, Masters de golf, IBM a développé une plateforme qui permet de visualiser chaque coup à chaque trou de chaque joueur, avec à chaque fois un commentaire spécifique. Au total, 20 000 vidéos, un volume d'images qu'une équipe de commentateurs humains serait totalement incapable de couvrir. Et donc, autre exemple, du tennis par exemple, Wimbledon l'été dernier. Alcaraz, ranked first, will play against Djokovic, ranked second. Djokovic wins the first set with a forehand. Alors là, l'IA développée par IBM génère des commentaires à minima pour les résumés de match. L'IA choisit les moments forts en fonction de la réaction de la foule. Si la foule exulte, c'est que le point est important et l'IA le garde dans son résumé.
Ces commentaires ont même été configurés spécialement pour Wimbledon. L'IA dit par exemple gentleman et non men. Là, l'objectif à terme, c'est d'avoir des commentaires en temps réel pour les 400 matchs de la compétition, même les matchs entre des seconds couteaux. Donc, je vous vois venir, vous m'avez convaincu, en tout cas vous l'êtes, vous, l'IA a de l'avenir en tant que commentateur sportif. Alors Fabienne, je suis un peu partagé. Je crois qu'on ne remplacera jamais la chaleur d'un commentaire humain et la joie du direct à la radio, Fabienne. À Lillehammer, pour faire le point en direct, on retrouve Fabienne Synthèse. Ouais, trop bien, j'adore. Fabienne, vous nous entendez ? Oui, je t'entends, oui. Oui, Fabienne, vous êtes sur l'antenne. Où sommes-nous exactement ? Non, je t'entends pas. Fabienne, vous nous entendez ? Vous êtes sur l'antenne de France Inter. Nous sommes pratiquement à 4 minutes de la fin du match et les deux équipes sont à égalité. Vous pouvez l'imaginer parce que... Ouais, je pense Lillehammer, 1999, dois-je vous le rappeler, finale du championnat du monde de handball, les Françaises... Féminin. Les Françaises face aux Norvégiennes. Deuxième France-Norvège et on retrouve Fabienne Synthèse. Ah non, mais vous êtes tellement rude. Partout, on joue depuis 3 petites minutes dans la première période de ces prolongations. Et je peux vous dire que c'est vraiment âpre parce que ces deux équipes sont réellement sur la défensive. Voilà, on est sur la défensive là. On sent bien qu'on est sur la défensive. C'est vachement mieux que l'IA. Ouais, alors un jour je vous raconterai les conditions de cette chose. J'en rêve encore la nuit, Stéphane. Merci beaucoup. Revenez jeudi prochain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Juste après, il y aura le téléphone sonne. Bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Ce soir, on n'est pas très loin finalement. On compte nos pas, enfin surtout vous d'ailleurs. C'est vrai, j'en suis à 7406 à l'heure où on se parle. Hier, j'ai fait 9368 et ce soir, je devrais atteindre les 10 000. Ma moyenne est de 8 km 2 ces 6 derniers mois. Alors, il y a ceux qui courent aussi, parce que la moitié des plus jeunes se mesurent avec leurs applis, leurs montres et parfois partagent même leurs performances sur les applis et les réseaux. Alexandre sur WhatsApp est cycliste amateur et fan de data, écrit-il. Je gère mon entraînement grâce à un capteur de puissance et un cardio-fréquence-mètre et avec d'autres données pour gérer mes semaines et viser un pic de forme sur un objectif donné. On parle de ça ce soir au Telson. Au 01 45 24 7000 pour discuter avec nous et pour WhatsApp, c'est le même chemin. À tout de suite.